On est perdu. On est perdu dans un univers qui nous dépasse pour aller prendre ses eaux. Mais c'est toujours un peu ça, hein, c'est l'énigme de l'existence qui tout d'un coup se révèle à propos d'un incident plus ou moins anodin. C'est un peu finalement ce qui sous-tend aussi Péléas. Hein, Péléas et Mélisande sont des sortes de marionnettes en quelque sorte, mues par un destin. Voilà. Là ça passe par le filtre de l'amour, mais qui sont mues par un destin qui finalement est incontrôlable, c'est-à-dire qui est plus fort qu'eux. Ça va au-delà, et c'est ce que tu disais au début, c'est cet amour qui est plus fort que tout. Mais c'est pas forcément une fatalité extérieure. C'est inconscient. Oui. Ce qui est vraiment eux en eux pour Maturin. Qui ne se rebelle pas contre finalement ce destin. Tu voulais dire Maturin, il a vécu des choses tragiques dans sa vie, ou pour voir peut-être qu'il a mis ça sur papier, ou est-ce qu'il a déjà vécu des situations tragique, mais pas tellement avant son théâtre, sauf la mort de son frère. Mais il a lieu après l'écriture de l'intrus. Et puis, alors, il y a une scène paradigmatique chez lui, c'est celle de la noyade. Il a failli se noyer comme enfant. Il revient souvent à cette scène, parce que sa famille avait une maison de campagne au bord d'un canal, près de Gand, canal de Termeuse. Et là, en s'amusant à faire voler une embarcation, il est tombé à l'eau, il a failli mourir. Il a été sauvé par un ami. Donc c'est quand même une image qu'on retrouve alors dans un petit conte qu'il a écrit vers 1889, Onychologie. Un très beau conte. Donc il s'inspire pas vraiment, enfin il s'inspire de cette expérience personnelle de la noyade. Il s'inspire même plus de sa vie pour écrire Ah oui, c'est sûr, oui. Parce que... Il n'y a pas de confession chez Maturin, sauf quand il sera beaucoup plus âgé. Au début de la guerre, il va écrire ses souvenirs de jeunesse, Bulle bleue. C'est un beau livre où il raconte notamment cet épisode de noyade. Oui, parce que chez Maturin, on ne l'a pas dit au début, parce qu'on s'est surtout concentré sur Péléas, mais il n'y a pas que du théâtre. Je peux dire un petit mot sur les autres écrits. Il y a de brefs récits autour de 1880, comme Onirologie ou la Polycrate. Massacre des innocents. Massacre des innocents, c'est le premier texte. Oui. La transposition d'un tableau de Bruegel. Ça c'est très intéressant. Enfin, c'est très. Tous ces textes sont. Oui, mais c'est plaisant à lire aussi, je trouve, comme et ça cadre bien en quelque sorte un tas d'influences ou un tas de manières de s'exprimer que l'on verra par la suite. C'est de la prose. Là, c'est de la prose. C'est un récit. C'est correct, une dizaine de pages, non Prose assez luxuriante. Oui. Proche de Flaubert. Oui, et assez expressif finalement, oui. Avec un tas de couleurs qui apparaissent, un tas de bruits aussi, mais là qui qui sont véritablement exprimés par des mots. Hein, on n'a pas cette impression de suspens comme dans Péléas. Et c'est une transposition effectivement d'un tableau de Bruegel. Et c'est édité, c'est réédité, on trouve... Oui, on trouve dans un ensemble qui est le titre de Introduction à une psychologie des songes. Ah oui. Titre d'un des essais réunis dans ce petit volume où il y a à la fois des récits, comptes rendus, des proses. C'était réédité, c'était juste après la guerre, non Alors ça a été réédité pendant la guerre, oui, évidemment, parce qu'on y a vu... Mais aujourd'hui, je vais dire, on ne le trouve pas facilement dans une collection Espace Nord ou quoi, il n'y est pas, non, je crois pas. Séparément, non. Mais Introduction de psychologie des songes, c'est toujours disponible. Ah oui. Mais si jamais tu le veux, tu ne trouves pas, on peut te faire une photocopie, parce qu'en plus c'est pas Onirologie, oui. Onirologie et le massacre des innocents. L'anneau de Polycrate, c'est pas mal. Oui, et donc c'était réédité. C'est pas juste après la guerre, non? Non, on l'a réédité pendant la guerre. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Oui, mais c'est plaisanant, c'est plaisant à lire aussi, je trouve, comme, et ça cadre bien en quelque sorte.
Je crois, parce qu'on y voyait comme une prémonition des atrocités allemandes. Oui, parce que vous connaissez l'histoire de ce tableau. Oui, pas forcément. Le massacre des innocents, c'est une allusion à un épisode du Nouveau Testament. C'est-à-dire que le roi Hérode fait massacrer tous les jeunes nouveau-nés de sexe masculin parce qu'on a annoncé la venue de quelqu'un qui va prendre sa place, il n'a pas bien compris, un nouveau roi des Juifs qui est Jésus. Et donc c'est sur une très belle toile de Bruegel. Elle est à Bruxelles, non, la toile? Oui, elle est à Bruxelles. Je crois qu'elle est... Et donc lui refait une transposition avec le duc d'Albe en arrière-plan, c'est-à-dire avec les troupes espagnoles qui rentrent dans un village flamand et qui massacrent les populations. Et donc à son tour, donc après cette transposition de l'épisode biblique par Bruegel, on a une autre transposition à ce moment-là littéraire qui est celle de Maeterlinck, qui est moins... Enfin, où il y a aussi une allusion évidemment aux troupes espagnoles, avec ils ne se comprennent pas, ils parlent des langues, ils n'arrivent pas à se comprendre, etc. Mais effectivement, on est dans une époque, après ça a été réédité, puisqu'il y avait cette nouvelle allusion au massacre des Allemands. Et il y a un motif que l'on voit encore souvent dans le théâtre de Maeterlinck, ce sont les enfants qui regardent avidement le spectacle. Ceux qui sont épargnés. Vous savez, finalement, les enfants, oui c'est ça, hein, il y a ce côté un peu cruel des enfants et ce côté un peu morbide quelque part où ils aiment bien voir des choses un peu violentes ou observer avec cette distance qui est propre des enfants. Les enfants qui font partie aussi finalement qui sont très présents dans le théâtre de Maeterlinck. Oui. Les enfants sont les vieillards, comme ça on retrouve dans pas uniquement dans le théâtre, dans toute l'œuvre de Maeterlinck, des figures. Et la figure du vieillard, la figure de l'enfant, la figure de la jeune amoureuse, un peu avec une image assez virginale finalement, et assez pure, que l'on retrouve chez Mélisande évidemment. Les vieillards, vous en avez aussi des exemples, les enfants, vous en avez des exemples. Donc finalement, dans Péléas, vous avez comme ça repris un certain nombre non seulement de motifs, on en a parlé, le cercle, l'anneau, l'eau avec le reflet, les marches, les portes aussi sont très présentes chez Maeterlinck, donc vous en avez plusieurs exemples comme ça dans la pièce, mais aussi de ces personnages. Et l'aveugle aussi dont je parlais tout à l'heure, les aveugles sont aussi présents chez Maeterlinck. C'est dans la princesse Malène qu'on frappe le plus aux portes, à tout moment. Et même le roi, le vieux roi, Jalmar, quand il devient fou, gâteux, s'écrit, mais on frappe à toutes les portes ici. Donc c'est thématisé. Voilà. Les portes. Dans le dialogue, les portes, il y a toutes les variantes. Il y a même un chien qui gratte à la porte, une branche d'arbre qui frappe à la fenêtre. Les arbres aussi, vous avez sûrement remarqué dans la forêt, l'ombre et la lumière. Ça aussi, il y a beaucoup à dire sur l'ombre et la lumière. Viens dans la lumière, je ne sais plus exactement je ne te vois pas, mais si, mais il fait trop noir. Voilà. Mélisande devait s'appeler Claire au départ, et venir d'un pays chaud, lumineux. Et comment est-ce qu'il a changé? Pourquoi est-ce qu'il a... Pour des raisons de sonorité, il aimait Mélisande. Il a trouvé le nom chez Heinrich Heine, grand poète romantique, post-romantique. Allemand qu'il lisait. Et Péléas, c'est chez Tennyson. C'est un personnage des idylles du roi Arthur, qui donne d'ailleurs son nom à un des livres du cycle. Péléas et Étard. Mais alors, Étard, ça sonne moins bien que Mélisande. Mélisande, c'est la reine, la princesse de Tripoli, était l'objet d'amour du trouvère Geoffroy Rudel. Heine lui consacre un beau poème que Maeterlinck a noté dans son exemplaire. C'est une sorte de dialogue d'outre-tombe entre Rudel et la princesse Rudel. Princesse lointaine. Oui, et la princesse lointaine, puisque le même poème va inspirer la princesse lointaine de Rostand.
On retrouve Donc toujours vous la même voyez, chose, voilà, mais vous voyez que autrement. l'on tisse comme ça toute une série de rapports. Avant de terminer, parce que je pense qu'on a à peu près fait le tour, si tu voulais rajouter encore quelque chose, Fabrice. Pour le cinéma, évidemment, quand Maeterlinck a connu, après le prix Nobel, un grand succès aux États-Unis, aussi comme écrivain guerrier, auteur de pamphlets contre l'Allemagne, Maeterlinck va voir son oiseau bleu créé au Metropolitan Opera, au fond d'un drame musical mélodique Wolf. Il y aura une vogue extraordinaire de l'oiseau bleu, et il va signer un contrat avec Samuel Goldwyn pour écrire des scénarios. Il sera grassement payé pour ça, mais on ne montrera aucun de ses scénarios. Ah non, trop compliqué. Eh bien, on voulait tout à fait les métamorphoser, ils refusaient introduire des anachronismes, Oui, à l'américaine. des choses qui quoi. ne lui plaisaient pas du tout. Oui. À l'américaine, déjà. Mais il ne savait pas jouer avec ces conventions encore. Jouer avec ça. Mais enfin, il touchait pas mal d'argent pour ça. Il va vivre un moment. Oui, alors, il va faire un second voyage pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est passé plusieurs années, non? Ou pas? Oui, Oui, 2-3 ans oui, c'est ça. Pendant la guerre. dans la guerre. Pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre. Et sinon, il vivait en France, hein. Il a quitté, je pense, essentiellement, il vivait dans le sud de la France, non? Oui, dans un curieuse demeure, il a appelé Orlamonde. C'était une sorte Aussi une de inspiration grand médicale. casino créé par un homme d'affaires russe qui n'avait jamais pu payer les travaux. Et c'est un peu pharaonique, de pièces immenses, colonnades, mais inachevé. Ça lui convenait, un peu comme Saint-Vendry, qu'il trouvait lui trop froid. Saint-Vendry, qui était le monastère normand. Quand on a parlé, il aimait bien les vastes demeures et de préférence au soleil. Est-ce que vous avez encore des commentaires ou des questions par rapport à cela? Est-ce qu'on a répondu à peu près, enfin en tout cas, aux interrogations que vous auriez pu avoir avant de venir ici concernant la pièce? Vous avez ouvert beaucoup de portes, aussi des Oui, portes. Aussi, oui, on essaie d'y frapper comme chez Maeterlinck Voilà. et puis de les ouvrir, de les laisser Mais c'est ça, ouvertes. bon, en fait, je crois qu'ils comprennent que la littérature, c'est un vaste labyrinthe avec des tas d'échappées, des portes, et que tout auteur, ou la plupart des auteurs, et des auteurs comme celui-ci, un géant quand même, hein, se sont nourris d'une série d'influences. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les choses ne viennent pas toutes seules, qu'un livre n'est pas une révélation dictée par une voix, mais que c'est la mise en œuvre d'un réseau, une toile d'araignée complexe, extérieure à l'auteur, mais qui en fait un miel personnel.